voudrais maintenant inviter Guillaume Devez, président du comité français de géologie de l'ingénieur, et M. Nicolas Hutter, président du comité français de mécanique des sols. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir de vous voir physiquement dans cette assemblée pour ces vibrants hommages. Donc Nicolas et moi-même avons la lourde charge de veiller au respect du planning, puisque à l'issue des 3 présentations qui vont vous être présentées désormais, aura lieu le temps de la pause méridienne. Donc on va essayer de tenir le planning de 12h15. Donc merci aux présentateurs de garder leur cadence d'une vingtaine de minutes pour pouvoir laisser une dizaine de minutes d'échange avec l'Assemblée éventuellement. J'ai rien à ajouter, juste une petite précision sur le numéro de la revue française de géotechnique qui a été évoqué tout à l'heure. Alors, si Farima Masrour est la rédactrice en chef actuelle, la revue a été créée par Pierre Habib. Donc cette revue, ce numéro spécial n'en a que plus d'intérêt et de valeur. Voilà. C'est tout. Écoutez, on peut commencer par le premier exposé, qui est donc un exposé multivoix consacré à la méthode convergence-confinement. Donc, Jean, tu es tout seul à parler peut-être. Chers collègues, bonjour à tous. Tout d'abord, je dois excuser Marc Panet, qui avait prévu d'être avec nous, mais qui a subi une petite intervention ophtalmologique hier, et donc qui m'a demandé de présenter cet exposé. Lorsque nous avons élaboré le programme de cette journée, nous avons cherché à évoquer un certain nombre de thématiques sur lesquelles Pierre Habib et Pierre Dufaux ont apporté des contributions majeures, comme on l'a vu dans les 2 précédents exposés. Ces sujets sont extrêmement variés. Et donc, ce que nous voulions avec Marc Panet, c'est évoquer les contributions importantes de Pierre Habib et de ses collègues dans le domaine du calcul des tunnels. Et donc, c'est ainsi que je vais évoquer un certain nombre de travaux qui se sont déroulés au laboratoire de mécanique des solides dans les années 80-90, donc à l'époque où Pierre Habib le dirigeait, et évoquer un certain nombre de travaux de thèse, justement, plus particulièrement sur la méthode convergence-confinement. Alors, comme vous savez, cette méthode convergence-confinement est maintenant très populaire, largement utilisée, notamment dans les bureaux d'études depuis plusieurs décennies. Elle est apparue au début des années 70, s'est formalisée à travers notamment les recommandations de l'AFTES à la fin des années 70 et début des années 80. Et par rapport aux méthodes plus anciennes de dimensionnement qui étaient basées sur l'évaluation des efforts sur le soutènement à partir du poids des terrains comme un chargement mort, la méthode convergence-confinement abordait le problème du point de vue d'une interaction entre un terrain qui va être déconfiné, qui va converger et qui va ainsi charger un soutènement qui va exercer une réaction et confiner le terrain par sa pression de confinement et ainsi limiter les déformations du terrain. Ce qui était rappelé dans l'exposé précédent, dans cette belle expression de Pierre Dufaux, dont on connaissait à la fois la finesse et l'humour, quand il parlait d'offres et de demande. Alors, la méthode convergence-confinement est basée aussi sur une représentation simplifiée de l'état tridimensionnel des contraintes au voisinage du frontail, en considérant un problème équivalent, alors équivalent au sens des déplacements en paroi. On va chercher à représenter un système pour lequel les déplacements en paroi sont comparables, sensiblement égaux à ce qu'on pourrait obtenir dans une vraie approche tridimensionnelle, donc en remplaçant ce problème tridimensionnel par un problème bidimensionnel en déformation plane, en introduisant l'excavation progressive du tunnel en considérant une contrainte radiale à la paroi qui va
évolué au cours de l'excavation, c'est ce qui s'appelle la fameuse pression fictive de soutènement, qui est évaluée à partir d'un coefficient de déconfinement qui va prendre des valeurs entre 0 et 1, 0 correspondant au terrain vierge et 1 au terrain complètement déconfiné lorsque l'excavation est terminée. Et donc, pour une section à une certaine distance du front de taille, on va considérer un coefficient de déconfinement lambda, ce qui permet d'avoir une expression du déplacement avec un certain nombre de solutions analytiques qui dépendent bien sûr des hypothèses de comportement. Alors la méthode convergence-confinement a été d'abord présentée pour des terrains élastiques avec des chargements, un état de contrainte initiale isotrope. Et ainsi, on peut tracer cette courbe de confinement qui, dans le cas élastique, est simplement un segment de droite avec le déplacement final qui est obtenu par la solution de Lamé, sigma 0 R sur 2G, R le rayon du tunnel, G le module de cisaillement du terrain et sigma 0 l'état de contrainte initial, supposé isotrope. Donc ça, c'est la courbe de convergence, la fameuse courbe de demande, pour utiliser la terminologie de Pierre Dufaux. Et puis, l'offre, ça va être l'offre de soutènement, ce qui est la courbe ici de soutènement. Et comme ces courbes sont considérées comme caractéristiques du terrain, on y trouve tous les états d'équilibre. Et l'état d'équilibre final va se trouver donc à l'intersection de ces deux droites. Deux droites, si on suppose des comportements élastiques. Dans le cas de comportements non linéaire, eh bien, de la même façon, on va appliquer la méthode convergence-confinement qui nécessite donc la connaissance de trois courbes. La courbe de convergence du terrain non soutenu, qui, dans cette terminologie anglo-saxonne, Ground Reaction Curve, donc à cet acronyme GRC, la courbe de confinement du terrain, Support Confining Curve, SCC, et puis l'application de la méthode nécessite de connaître quel est le taux de déconfinement ou le déplacement qui s'est produit au moment de la mise en place du soutènement, et ceci nécessite la connaissance de ce qu'on appelle le profil longitudinal de déplacement, Longitudinal Displacement Profile, LDP, donc qui représente le déplacement radial à la paroi du tunnel en fonction de la distance au front de taille. Donc voilà le principe de la méthode convergence-confinement. Alors, en vue d'optimiser le dimensionnement d'un soutènement, donc essentiellement décider à quelle distance du front de taille on veut poser le soutènement, quelle va être son épaisseur, donc jouer sur la distance et sur sa rigidité, on voit qu'il y a une connaissance importante qui est ce taux de déconfinement ou ce déplacement qui s'est produit à la paroi avant la mise en place du tunnel. Et pour cela, eh bien, on va représenter cette courbe LDP du profil longitudinal de déplacement, ce déplacement à une distance X du front de taille, eh bien, sous la forme suivante, proportionnelle au déplacement final. Donc, dans le cas d'un tunnel non soutenu creusé dans un milieu élastique, on a vu quelle était l'expression du déplacement total du tunnel non soutenu. Et A de x apparaît ici comme un coefficient de forme, et à partir d'un certain nombre de calculs tridimensionnels et de calage, au début des années 80, Marc Panet avait proposé ce coefficient, l'expression de ce coefficient de forme qui dépend de deux paramètres, A0 et M. Et ainsi, on peut avoir le taux de déconfinement lambda D à la pose du soutènement. Alors, ceci était pour cette expression de cette courbe du profil longitudinal de déplacement avait été proposée pour un milieu élastique. Alors, pour un milieu élastoplastique, cette approche a été étendue, notamment dans la thèse de François Corbetta
en 1990, publié dans la RFG, dans un papier de Corbetta, Bernaud et Gilles Rousset, où était appliqué ici un principe de similitude, donc une homothétie du profil obtenu pour un milieu élastique avec un coefficient xi, il manque un signe égal ici, donc le coefficient d'homothétie va être le rapport entre le déplacement final dans le cas d'un milieu élastique et celui obtenu dans le cas d'un milieu élastoplastique, donc pour lequel on peut avoir des solutions analytiques pour les critères habituels, pour les modèles habituels de plasticité, Morcoulon, Tresca ou Recke-Brown. Et donc voilà comment se fait l'application de ce principe de similitude, comment on utilise cette homothétie pour avoir, dans le cas élastoplastique, finalement une extension du profil tel que ça avait été proposé initialement. Alors on peut mentionner plus tard d'autres travaux pour avoir une expression toujours empirique du profil longitudinal de déplacement, notamment les travaux de Vlachopoulos et Dietrich, publiés dans la revue Rock Mechanics Rock Engineering, qui proposent donc l'expression du déplacement au front, en amont du front et en arrière du front, et faisant apparaître ici, dans cette expression, le rayon plastique. Alors bien évidemment, le rayon plastique, il apparaît ici, puisqu'il apparaît dans l'expression du déplacement final élastoplastique. Alors juste pour donner un élément de comparaison, voilà pour un milieu élastoplastique parfait, avec les paramètres présentés ici, la comparaison entre une simulation numérique 3D, ce sont les triangles ici, et puis en trait continu, l'expression de Marc Panet généralisée avec le principe de similitude de Corbetta. On voit que ça donne une très bonne approximation de ce profil. Et puis également l'expression de Vlachopoulos et Dietrich qui, pour ce cas, vous voyez, donne une expression un petit peu moins bonne. Alors ça, c'est pour un tunnel non soutenu. Vous voyez que la méthode convergence-confinement s'applique par l'intersection de ces deux courbes, mais la courbe de convergence, c'est la courbe d'un tunnel non soutenu. Et la question se pose de savoir comment on doit prendre en compte l'effet de la rigidité du soutènement sur le profil longitudinal de déplacement et sur la courbe de convergence. C'est le cas notamment lorsqu'on a des terrains qui sont particulièrement tendres et des soutènements qui sont rigides. Il y a un effet de voûte qui fait que le profil longitudinal de déplacement du terrain soutenu va faire apparaître des déplacements moindres que ceux du tunnel non soutenu. Et donc, il s'agit de modifier non seulement le LDP, mais aussi la courbe de convergence. On voit que l'approche initiale de la méthode convergence-confinement, c'est de considérer l'existence de courbes caractéristiques, et bien sûr, ceci correspond à une approximation qui doit être revisitée dans certains cas, en particulier lors de la mise en place de revêtements rigides proches du front de taille. Alors, c'est des travaux qui ont été développés, là encore, au sein du laboratoire de mécanique des solides, dans la thèse de Bernaud et publiée dans la RFG en 92, dans un papier de Bernaud et Rousset, eh bien, dans lequel on va modifier le LDP en le faisant porter ici une transformation affine dans la direction de la variable x, la distance au front de taille, avec un coefficient alpha qui va dépendre de la rigidité du soutènement. Et à partir d'un certain nombre de calculs numériques 3D à nouveau et de calage, dans l'article de Bernaud-Rousset, on trouve cette expression pour ce coefficient, vous voyez, qui dépend de la rigidité relative du soutènement. Ks, c'est la rigidité normale du soutènement. E, c'est le module Young du terrain, et qui fait intervenir aussi l'angle de frottement du terrain. Donc voilà le déplacement au moment de la pose du soutènement du tunnel
qui subit l'effet du soutènement placé à son voisinage. Et puis, comme on voit, cela fait intervenir dans cette expression le déplacement final radial du tunnel soutenu. Donc, c'est une équation implicite que l'on doit résoudre de façon itérative. Autre méthode, également implicite, présentée dans une thèse du LMS aussi de Guo, et dans un article de la conférence Euroc à Turin en 1996 par Nguyen Minh Duc et Guo, dans lequel l'expression proposée, à la forme présentée ici, là encore, vous voyez une expression implicite. Alors plus récemment, dans des travaux de thèse de Manuel de la Fuente, puis publié aussi dans un article dans Rock Mechanics, Rock Engineering, eh bien, on a eu l'occasion de revisiter un petit peu toutes ces méthodes, regarder leur domaine de validité, voilà, à partir d'une étude paramétrique vaste pour un modèle de Morcoulon, couvrant à la fois une gamme de paramètres du terrain, du revêtement, de la géométrie suffisamment vaste, avec des conclusions qui étaient que l'approche implicite de Nguyen Minh Duc et Guo donnait les meilleurs résultats. Et plus récemment, cette étude a été élargie et présentée le mois dernier lors de la conférence ROC organisée par nos collègues italiens à Turin. La conférence a eu lieu en fait en ligne et qui a permis le tracé de ce graphique donnant les domaines d'application de la méthode convergence-confinement et de ses différentes modifications. Alors, on a en abscisse ici la distance de pose du soutènement, normalisée par le diamètre du tunnel. Donc, on peut être dans le registre plutôt des tunneliers avec des distances de pose de l'ordre de 1 à 2 diamètres, ou des techniques plus traditionnelles si on regarde des soutènements plus rigides posés proches du front. Et en ordonnée, on a la rigidité relative du terrain, donc le module Young du terrain divisé par le module Young du soutènement. Donc on est dans cette... ici, on va se trouver dans le domaine des revêtements qui sont rigides par rapport au terrain, et ici plutôt des terrains qui sont suffisamment compétents. Alors, vous voyez que les résultats d'un grand nombre de calculs numériques, de simulations, en balayant les paramètres dans une gamme assez vaste, ont permis de mettre en évidence que les méthodes classiques de la convergence-confinement s'appliquaient avec une très bonne approximation de la solution tridimensionnelle dans cette zone-là, c'est-à-dire si le rapport du module de Young du terrain sur le module Young du revêtement était supérieur à 0,6. Les méthodes ne sont pas applicables, pas suffisamment précises lorsqu'on a des revêtements très rigides par rapport au terrain. Donc c'est cette zone-là. Et puis, dans le domaine intermédiaire, eh bien, on a mis en évidence que la méthode de Minh et Guo était toujours la meilleure méthode, en utilisant l'expression du profil longitudinal de déplacement de Marc Panet pour des distances de pose supérieures à 1 diamètre, et l'expression de Vlachopoulos et Dietrich donnait des résultats plus précis dans le cas où la distance de pose était inférieure à 1 diamètre. Alors, brièvement, quelques autres contributions du laboratoire de mécanique des solides, notamment dans le domaine de la prise en compte du comportement différé du massif et de la modélisation viscoplastique pour un tunnel revêtu. Je ferai référence ici aux travaux de Pierre Berest, Nguyen Minh Duc, publiés dans la RFG en 1983, également de Gilles Rousset, publié également dans la RFG, avec la mise en évidence du rôle de la rigidité du soutènement
sur le développement et l'extension de la zone plastique. Alors quand on va parler d'un soutènement mou ou d'un soutènement rigide, il s'agit toujours de comparer, bien sûr, à la rigidité du terrain. Un soutènement peut être mou ou rigide, suivant que le terrain est plus raide ou au contraire plus déformable. Donc dans le cas d'un soutènement mou, ces travaux mettaient en évidence que le rayon plastique va croître continuellement, tandis que pour un soutènement raide, eh bien, l'effet de la pose du soutènement va être d'entraîner une décharge élastique et donc un rayon plastique qui atteint un maximum et qui ensuite va décroître. Également des travaux importants, et on pourrait citer la thèse d'Albert Giraud en 1993 et de ses publications qui ont suivi, sur la prise en compte du régime hydraulique et notamment découplage hydromécanique qui entraîne des effets différés dus à la consolidation, donc dus aux écoulements, et qui peuvent être importants, notamment dans le cas de terrains qui seraient très peu perméables. Et également, on trouve dans ces travaux une discussion sur l'effet de la perméabilité du revêtement et qui, donc combiné aux propriétés de diffusivité du terrain, peuvent donner lieu à un nombre de scénarios assez variés. Et ça, c'était donc une contribution également très importante d'Albert Giraud dans sa thèse. Voilà, en conclusion, je voudrais donc à nouveau signaler ces contributions. Détermination du profil longitudinal de déplacement, prise en compte des effets différés, et puis signaler que vous pouvez trouver plus de détails sur toutes ces approches dans la deuxième édition récemment parue aux Presses des Ponts du livre « Calcul des tunnels par la méthode convergence-confinement » par Marc Panet et moi-même. Je vous remercie.